Merci peut-être d'envoyer la petite bande-annonce. Bien, une conversation qui était prévue pour être un quatuor et qui va se transformer en trio, puisque l'agenda de Stéphane Le Tavernier ne pouvait pas lui permettre d'attendre un quart d'heure. Peut-être pour rentrer sur ces sujets de valeur de la French Touch à l'exportation, peut-être un premier sujet absolument basique, c'est qu'en général, on a l'impression que les programmes français ou les contenus français s'exportent bien, que ce soit du jeu vidéo, de l'animation, du cinéma, de la fiction, et qu'en revanche, les éditeurs de services français ont plus de mal à passer les frontières, et Canal en est une des rares exceptions. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a plus de mal finalement à assembler ce qu'on crée et à le porter à l'étranger qu'à vendre des briques entre guillemets unitaires? Vous avez 4 heures. Il y a beaucoup de choses à dire sur la French Touch, on va en parler, mais il y a quand même un bémol sur cette. Est-ce que vous pouvez monter un tout petit peu le son des micros, s'il vous plaît? C'est bon? Non. J'appuie sur quelque chose, j'ai fait un peu blanc. Pardon. D'abord, moi j'ai voulu répondre à votre question sur la French Touch, une valeur à l'exportation. Et la réponse est bien sûr positive, même s'il y a un bémol. Et le bémol répondra à la question que vous avez posée. Mais tout d'abord, c'est important de le rappeler, nos industries sont l'incarnation même de la French Touch dans le monde. Derrière cette expression, il y a bien sûr la mode, le luxe, la gastronomie, les arts décoratifs, mais pas seulement. Il y a aussi le secteur de la culture et de la création. En fait, c'est près de la moitié des 100 milliards de valeur ajoutée des industries culturelles et créatives en France. Ce secteur, c'est la création à partir d'atouts multiples, la langue, notre langue, nous on le sait très bien à travers notre développement en Afrique francophone. Ce sont des talents, et on va en parler tout à l'heure avec notamment les talents qui nous suivent dans la création originale de Canal+. Ce sont des sujets et surtout un ton. Et ça, c'est important. Stéphane Roussel en parlait tout à l'heure. Ce sont des atouts connus et reconnus dans le monde entier. Alors oui, bien sûr, cette French Touch, il faut la cultiver, surtout dans un environnement hyper concurrentiel, avec notamment l'offensive des GAFAM. La solution, pour nous, ce n'est pas la copie, c'est au contraire la différenciation, la création plutôt que l'achat de formats. Il nous faut nous démarquer, il nous faut surprendre, il nous faut éveiller la curiosité, l'attention, et cela nous permet souvent d'être en décalage avec les codes et les repères américains qui sont trop souvent privilégiés. Alors ça permet une équation vertueuse, à la fois sur l'ancrage et le réalisme dans la thématique abordée, comme on le fait avec nos créations originales. Ça permet un intérêt à l'étranger, ça permet aussi des financements supplémentaires. Quand on met 1 million d'euros sur Versailles, on a au final un épisode à plus de 2 millions d'euros. Ça permet une notoriété et au final un succès. Alors, la French Touch, c'est quoi? Pour nous, c'est d'abord un savoir-faire et il faut revendiquer ce savoir-faire que j'ai appelé de caractère artisanal. Synonyme de qualité, d'excellence, de singularité
de complexité, de sur-mesure. L'artisanat, c'est plus petit que la grosse industrie, mais c'est tout sauf la médiocrité. C'est pourquoi il faut défendre et préserver la liberté de nos créateurs, auteurs, réalisateurs, producteurs, qui font la richesse de ces contenus. La French Touch, c'est aussi un ancrage sociétal, local, is global. Privilégier des histoires françaises, européennes, qui traduisent avec justesse et authenticité la culture de notre pays. C'est ce qu'on appelle le Global Stories, qui sont des histoires locales qui peuvent être exportées facilement. Alors nous, on a misé à Canal+ sur ces deux atouts, le savoir-faire. La création originale de Canal+ est devenue, au fil des années, le symbole de l'originalité et de l'innovation. L'ancrage hexagonal, notre prochaine création originale en novembre sera Paris, etc. Le Bureau des légendes, Engrenage, Jour polaire, Guyane, ça fonctionne. Engrenage est diffusé, tout comme le Bureau des légendes, dans plus de 90 pays. Versailles sur 115 chaînes, dont la BBC. Braco 115. Et cette année, nous ferons pour 2018 encore 8 nouvelles séries. Et nous avons en développement près de 40 projets. Nous avons toutes les raisons d'être optimistes et positifs, puisque nous sommes à un tournant. C'est fini l'époque où l'on faisait la part belle aux séries américaines. Ça, on l'avait prédit, même ici, au sein de ce lieu. Et c'est tant mieux pour nous, on le voit avec un deuxième feuilleton quotidien sur une très grande chaîne nationale, c'est important. Preuve du succès de la French Touch, ce sont les projets annoncés par les Netflix, Amazon, HBO, Apple. Et c'est à nous de travailler dans ce mouvement qui va bien dans le sens de la création française. Mais la French Touch, c'est aussi un bémol, et c'est important de se le dire, c'est notre législation contrainte. Nous sommes toujours régis par une loi de 1986 et il va falloir changer la donne. Il va falloir partager équitablement la propriété des contenus. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal, in fine, à s'exporter aussi facilement. Nos produits s'exportent, mais nos chaînes ont du mal à s'exporter. Un bémol là aussi, nous avions réussi avec Mezzo, puisque nous avions les droits mondes sur la plupart des captations, de se développer sur près de 100 pays. Donc bémol, c'est notre législation, mais en tout cas, les talents sont là, et plus on est original et local, et plus on arrive à se développer, comme on peut le voir sur Canal+. Il y a un autre... on m'entend ? Ça marche beaucoup. Il y a un autre, peut-être bémol ou léger paradoxe, qui d'ailleurs est dans le titre même de cette conférence, qui est la French Touch. La question, c'est de savoir, est-ce que la langue, le français, alors c'est peut-être moins vrai pour les programmes audiovisuels, mais c'est peut-être plus vrai dans d'autres domaines. Est-ce que le français, c'est pas un problème? Parce qu'à part nous et dans quelques autres pays, il y a quand même beaucoup de gens pour qui c'est un problème de comprendre le français. C'est dommage que la musique soit pas là d'ailleurs à ce sujet. Bien sûr, pour le cinéma, pareil. Bien sûr, c'est un problème, mais c'est notre langue. On ne va pas renoncer à notre langue. C'est vrai. Au contraire. On s'en rend compte sur les marchés étrangers que le français passe avec difficulté. Il y a certains cinéastes qui tournent en anglais. Ça va de Luc Besson à Olivier Assayas. Et en général, ça leur réussit. Il y a un certain nombre de réglementations en France qui favorisent le tournage de films en langue française, qui n'interdit pas qu'on puisse tourner en anglais ou en américain, mais la règle évolue. En même temps, moi je dirais que, vous avez donné les chiffres au tout début, la France est le 3e exportateur en termes de cinéma dans le monde. Programme audiovisuel, si je peux me permettre. Programme audiovisuel. Programme audiovisuel, mais le cinéma, c'est à peu près le même rang. Tout dépend si on veut passer de 3e à 2e. Si on vise la suprématie, je crois qu'il faut être raisonnable. Déjà, être 3e, c'est formidable. Après, il y a des territoires où le cinéma français, et je parlerai aussi des programmes audiovisuels, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de passerelles maintenant et de liens tout à fait évidents entre les deux, où le cinéma français peut progresser, parce que la langue française, c'est aussi une langue, qui véhicule des valeurs culturelles, une histoire. C'est aussi une langue qui, dans certains pays, s'oppose justement à la langue dominante, qui est l'américain. Donc voilà, on a ce positionnement-là qui est intéressant. Mais évidemment, il faut revendiquer cette langue qui est très belle et que toutes les élites dans le monde entier la reconnaissent comme étant la langue de la culture, la langue de la littérature, la langue des arts, la langue du cinéma. Voilà.
voilà, donc c'est... Mais peut-être avec plus de souplesse d'ailleurs dans le dispositif du CNC pour le cinéma et qui permet aussi de soutenir des films qui ne sont pas tournés en français sous réserve de rassembler un certain nombre d'autres conditions que dans le cas de l'audiovisuel où là, il me semble, dans les dispositifs, je me tourne vers Marc Dupont-Davis, sont plus clairement fléchés vers le français, au moins dans la fiction. L'animation est peut-être traitée un peu différemment. Bon, l'animation bénéficie d'une exception réglementaire, c'est que comme on n'a pas d'acteur en chair et en os, la langue de tournage n'est pas un argument discriminant. Cela dit, moi j'insiste beaucoup là-dessus, je crois que la langue est un faux problème. Pourquoi ? Parce que, à part dans les pays anglo-saxons, mais qui ne représentent qu'un pourcentage pas majoritaire du monde, l'ensemble du monde entier consomme des programmes doublés dans leur langue. Et donc, que la langue d'origine soit le français, l'anglais, l'allemand ou le chinois, n'a aucune espèce d'impact. La preuve, c'est qu'on a vu des fictions scandinaves, israéliennes, admirablement s'exporter. La langue de tournage n'est absolument pas un sujet. Si les Français vont de temps en temps tourner en anglais, c'est parce qu'ils ont des ambitions sur le marché, les marchés anglo-saxons, Luc Besson évidemment, etc. Mais ça ne peut pas être la clé du marché international, c'est évidemment pas la langue anglo-saxonne. Là où on a quelque chose à construire, c'est qu'il y a un autre impact qui est de l'ordre presque de la psychologie des marchés. Quand une œuvre n'est pas présentée en langue anglaise, il y a une espèce de préjugé qui veut que ça ne sera pas tout à fait du niveau d'une œuvre qui serait tournée en anglais. C'est un préjugé, il existe, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, mais on doit lutter contre. Nous, on l'a fait en animation, je me rappelle très bien, il y a 15 à 20 ans, en animation, quand on présentait nos œuvres, et que les gens savaient que c'était fait par des Français, il y avait un petit préjugé. Et puis avec le temps, ce préjugé s'est effacé, et d'ailleurs on a très bien vendu nos œuvres, y compris sur les marchés anglo-saxons, sur les marchés américains. Il y a régulièrement chaque année 10 à 15 séries françaises qui tournent sur les grands networks américains destinés aux enfants. Donc c'est un préjugé. Et le préjugé, il prend du temps à se combattre. C'est qu'une question de temps et de construction, d'expertise et de savoir-faire. Alors, l'expertise, il n'y a pas de mystère. Il y a un moment, quand on veut s'arracher au local pour essayer d'aller vers quelque chose de global, ça demande d'apprendre et de maîtriser l'expertise des genres. Parce que qu'on fasse du cinéma, qu'on fasse de la fiction, qu'on fasse de l'animation, quand on s'adresse au marché international, on s'adresse à un marché qui a des codes, qui se définit à travers une certaine demande. On ne fait pas de l'action-aventure comme on fait de la comédie, on ne fait pas de la comédie sociale comme on fait de la comédie cartoon, et on ne fait pas du préscolaire comme on fait du kids. Voilà. Tout ça répond, et les acheteurs, ces codes-là sont très bien définis chez eux. Et ce sont grosso modo les mêmes critères sur l'ensemble des marchés internationaux. Donc notre métier à nous, producteurs, distributeurs, c'est de maîtriser ces codes, de maîtriser cette grammaire, de la répercuter auprès de nos talents, de nos créateurs, de les familiariser avec ces codes, avec cette grammaire. C'est pas ça qui va les empêcher d'exercer leur créativité. Leur créativité s'exercera dans ce cadre-là, mais elle pourra être extrêmement innovante à condition qu'elle soit faite dans ce cadre-là. Voilà. La force de l'animation française, c'est d'avoir compris ça il y a 20 ans et d'avoir développé cette industrie en essayant de transmettre à nos auteurs, à nos talents, toute l'expertise que nous, producteurs et distributeurs, avons compris sur les marchés étrangers. En l'occurrence, l'animation française, elle est, on sait, exemplaire, elle s'exporte formidablement, ce qui n'a en effet pas toujours été le cas, et sur un marché qui était toujours très dominé par les Américains. Ça peut être un exemple pour les autres secteurs, je veux dire, de ce que vous dites là, est-ce que ça peut se transposer dans les autres secteurs culturels ? Peut-être pour prolonger la question de Frédéric, ce qui se raconte, c'est que ceux qui font de l'animation en France sont devenus des super bons dans le montage de projets, notamment dans le fait d'aller chercher des financements à l'étranger, parce que les diffuseurs en France finançaient à 30% et pas à 80 ou 85% comme pour la fiction. Donc, je dirais, est-ce qu'aujourd'hui que vous vous êtes fait les muscles, entre guillemets, vous pouvez donner des conseils aux autres sur la bonne manière de faire, quoi. Je ne sais pas si on peut donner des conseils, on peut en tout cas essayer d'analyser ce qui fait le succès de notre industrie
Et vous venez de dire quelque chose qui est un élément clé, qui est vraiment extraordinairement important. Qu'est-ce qui a amené la production française, le tissu productif français, à ce qu'il faut bien appeler un caractère entrepreneurial, parce que c'est ça qui définit les producteurs d'animation, c'est que ce sont tous des entrepreneurs, vraiment au sens propre et noble du terme. C'est qu'à la base, on est sur un marché domestique qui est totalement beaucoup trop petit pour amortir le coût de nos œuvres. Il n'existe pratiquement pas d'œuvres en animation qui puissent être préfinancées intégralement sur le seul marché domestique. Même si les choses se sont un peu améliorées ces dernières années, quand on a commencé il y a 20 ans sur ce marché, eh ben, si on voulait faire des œuvres qui avaient... Alors, il faut toujours se rappeler que l'animation, la beauté de l'animation, c'est que c'est un type de programme qui non seulement peut voyager très bien, mais qui est un programme qui est une valeur d'actif à très long terme. Quand on produit quelque chose de haut niveau en animation, c'est bien produit, bien fait, ça peut durer très longtemps. J'ai des œuvres dans mon catalogue qui ont plus de 20 ans aujourd'hui, qui continuent à tourner dans le monde entier. Voilà. Donc c'est une vraie valeur d'actif. Mais pour ça, il faut investir parce que ça coûte très cher. Donc il y a deux éléments qui sont importants pour permettre ça. La première, évidemment, c'est que dès le début, on était allé chercher de l'argent à l'international parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait le faire. Et par ailleurs, certains d'entre nous ont développé, dont mon entreprise Xilam, une stratégie vraiment patrimoniale, c'est-à-dire de favoriser les préventes par rapport aux coproductions, quitte à prendre un risque à faire du gap financing. Moi, je suis rentré en bourse en 2002 pour lever des capitaux et me permettre de soutenir cette stratégie patrimoniale qui me permettait de rester propriétaire des œuvres et avec le temps de construire un catalogue qui génère des revenus, qui me permet de continuer à réinvestir et comme ça de grandir. Mais à la base, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on favorise des œuvres qui sont plus chères parce qu'elles ont un potentiel international, que le diffuseur français ne peut pas totalement financer, et qu'on construit un dispositif qui va amener les producteurs à avoir cette dimension entrepreneuriale. Et ça serait reproductible aujourd'hui enfin, quel serait le frein à la reproduction du modèle en fiction, par exemple? Concrètement, aujourd'hui, il y a les deux éléments les plus importants. Il faut que de la part des diffuseurs, il y ait un changement culturel pour accepter d'aller vers des types de programmes qui vont coûter beaucoup plus cher et ils ne seront plus nécessairement seuls commanditaires, seuls financeurs de l'opération. Et donc, ils auront à composer avec la vision éditoriale du producteur, du distributeur, voire d'un coproducteur et d'une autre chaîne. Voilà. Mais ça, c'est un point qui est très important. On est en fiction, en France, on est encore trop sur un système. Le réflexe en fiction d'un producteur de fiction, c'est j'ai combien d'argent, donc je vais dépenser combien. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est j'ai une telle œuvre, pour être bien et se vendre, elle doit coûter combien, comment je trouve le financement. C'est l'inversion de ce raisonnement qu'on fait trop en fiction depuis trop longtemps parce qu'on s'est enfermé. Je veux dire, moi, il ne faut pas oublier qu'en 92-93, il y a une réglementation qui est née en France, qui a enfermé la fiction française dans l'Hexagone en favorisant de façon très excessive tout ce qui était en français. Moi, j'ai commencé ma carrière en faisant des grandes coproductions de séries internationales, chez Highlander, Fly by Night, Counter-Strike, tout ça, c'était de très grosses séries qui coûtaient 20-25 millions de dollars la saison à l'époque, sur lesquelles certaines d'entre elles, on était majoritaires. On avait développé une expertise de fiction très très forte, et avec cette réglementation, tout d'un coup, le marché français s'est effondré parce qu'on n'était plus EEF, le CNC ne nous aidait plus, et cette expertise-là s'est détruite. Donc il faut renouer avec ce désir d'aller chercher, cette nécessité d'aller chercher de l'argent international. Ce qui est important, c'est vrai que c'est qu'il faut prendre des risques. Et on était, nous, assez dubitatifs au départ avec Baron Noir pour savoir si on allait, oui ou non, pouvoir l'exporter à travers le monde. Baron Noir qui se passe vraiment dans la politique française, un House of Cards made in France, eh bien, in fine, on l'a diffusé sur plus de 80 chaînes. Donc ça aussi, ça a été aussi un parti pris de dire, avec toutes nos créations originales, on peut partir à l'attaque des marchés. Et puis, souligner aussi qu'il y a le renouveau de la fiction française que l'on vit là. On l'a encore vu hier soir sur TF1, on le voit avec le renouveau des fictions quotidiennes, on le voit avec les Espagnols qui se mettent à la création originale, on le voit avec les Italiens, on le voit nous en Pologne, puisqu'on commence des créations originales qui font 50% de part de marché. Il y a un renouveau de la fiction locale. Donc c'est important pour nous, puisqu'on va pouvoir aller contrer l'avalanche de séries américaines qui arrivent chaque année en Europe et dans nos pays, quitte
Là, c'est un autre exemple intéressant, à s'allier avec des Italiens et des Anglais, comme on a pu le faire sur The Young Pop, sur The Tunnel, ou sur d'autres séries. Donc c'est important aussi de pouvoir s'allier. Et la langue n'est pas un souci. En français ou en anglais, c'est la même chose. C'est un atout, je pense, pour nous, le français. On le voit, puisque la langue va devenir une langue majeure dans les années à venir en Afrique. Et là, on a un potentiel avec nos fictions, avec notre langue qui est très forte, et y compris du côté de l'Afrique. Il y a aussi un potentiel pour aller produire des séries africaines qui pourront arriver en France. Il y a des ponts à faire, et nous, on commence à réfléchir à cela avec Canal+ International. Mais c'est important de produire en français, et même des histoires comme Baron Noir, si vous l'avez vu, la série, de voir qu'elle peut s'exporter dans 80 pays, c'est assez dingue. Donc il y a une appétence pour la fiction française. Il y a quand même une forme un peu presque de paradoxe. C'est-à-dire que, pardon Gérald, mais à vous entendre, on pourrait penser que plus on traite quelque chose de local, et là en l'occurrence, je ne sais plus si c'est à Dunkerque mais je crois que c'est Dunkerque. Oui, c'est ça. Etc. Donc dans un cadre qui est, c'est pas Marseille, hein, c'est l'extrême inverse de Marseille. Et finalement, plus c'est local et plus ça se vend à l'étranger. Ça sonne à l'oreille comme un paradoxe. Et ben c'est pour ça que le risque, on l'a pris et ça a été in fine un succès. Et on fait la saison 2 avec les chaînes internationales. Dans le cinéma, Serge Choubiana, c'est l'histoire du cinéma. Je veux dire, quand vous allez au Japon, quand vous allez à Los Angeles ou à San Francisco, chaque fois que j'y vais, on me parle de Truffaut, moi, ou de Godard. Ça fait quand même une nouvelle vague à 50 ans. Mais pourquoi on en parle encore? C'est étonnant. Soit parce qu'il n'y a pas eu de mouvement aussi cohérent et puissant sur le plan artistique que la nouvelle vague il y a 50 ans. Quand je dis 50, c'est plus. Soit parce que ces cinéastes de la nouvelle vague, leurs films ont voyagé dans tous les campus du monde, quoi. Moi, je dis toujours ça aux jeunes cinéastes d'aujourd'hui. Voyagez. N'hésitez pas à accompagner vos films. Parce que les films de Romer, tous les étudiants américains les ont vus. Et tous les étudiants de cinéma des années 60 ont vu ces films. Et ils sont devenus cinéastes. Quand vous parlez avec Scorsese, il a vu À bout de souffle, il a vu Pierrot le Fou, il a vu Jules et Jim, il a vu Le Genou de Claire. Ça l'a formé. Donc, si vous voulez, c'est aussi un savoir-faire français de véhiculer nos films à l'étranger, dans les festivals à l'étranger, sur les campus, de former ce jeune public cultivé, intelligent, curieux de cinématographie étrangère, parce que ces jeunes gens vont grandir avec le goût et l'amour du cinéma français. Je dis toujours ça parce qu'on l'a oublié. Et c'est très minoritaire au début, mais ça forme des générations. Et on se rend compte aujourd'hui, quand vous parlez à Spielberg, qu'il a vu tous les films français. Il connaît par cœur le cinéma français. Scorsese, il a chez lui une cinémathèque personnelle dans laquelle il y a plein de films français, en 16 mm, en 35 mm. Donc on a aussi ce devoir-là. C'est notre rôle, plus que d'autres. Plus que d'autres. Parce que vous parlez de l'accompagnement des films à l'étranger, et donc dans un temps où par ailleurs on évoque rationalisation de la dépense publique d'une part, et puis hybridation des genres créatifs de l'autre, on continue en même temps à avoir côte à côte TVFI, Unifrance, le bureau export de la musique, les mots me manquent sur les jeux vidéo. L'Institut français qui est énorme. Voilà, j'imagine qu'il doit y avoir un organisme de promotion du jeu vidéo français à l'étranger. Est-ce qu'à un moment c'est complètement illusoire et est-ce que ça serait un mauvais mécano de rassembler l'ensemble des organismes de promotion de la culture française à l'étranger? Ou est-ce que ce serait plus efficace? À mon avis, ça va venir sur la table. Je le dis comme ça parce que je sens que ça... Il faut que la puissance publique nous fixe le cap. C'est à la puissance publique de dire, voilà, dans 3 ans, dans 4 ans, je veux qu'un seul opérateur. Je pense qu'il y a des domaines où on ne pourra pas. Parlons du livre, par exemple. Le livre, ça fonctionne. Chaque éditeur, les grands éditeurs français, ils ont un rayonnement international. Gallimard à son service, Hachette ou d'autres. Ils connaissent très bien leur marché, quoi. Ils vendent du Modiano ou du Leclésio, ils savent faire, quoi. On va pas leur demander de se mêler avec le cinéma ou avec les produits audiovisuels parce que ça serait franchement leur mettre des bâtons dans les roues. Je pense que sur la musique, on en a parlé tout à l'heure, c'était très brillant le propos de M. Roussel. Donc je pense que ça concerne plus le cinéma et les séries et les produits audiovisuels, où là je pense qu'il y a eu une évolution très nette. Quand vous parlez des séries que Canal+
a produite ou est en train de mettre en chantier, c'est vrai que vous en parlez comme de films, enfin de produits uniques, où l'ADN, c'est quand même le cinéma pour moi. L'ADN, c'est le cinéma. Le savoir-faire de base, c'est quand même le cinéma. Donc, il y a des possibilités de rapprochement à terme, mais il faudra s'y employer et que la puissance publique nous fixe un cap, quoi. Voilà, c'est ce que je dis. Alors, je vais me permettre de me porter en faux. Je pense que c'est surtout pas à la puissance publique de définir ce dont notre secteur a besoin. Elle veut bien d'abord écouter. En président de l'Unifrance, puisque Non, moi, mais oui, je suis j'entends bien. subventionné par le CNC. Mais moi, je suis un opérateur privé, exportateur, et donc je pense que j'ai mon avis à dire là-dessus. Et mon avis, c'est que le cinéma et la télévision sont deux industries dont les mécaniques d'exportation n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Extraordinairement différents, ne sont pas du tout les mêmes interlocuteurs. Je rappelle que quand on vend un film de cinéma à l'étranger, on s'adresse à un agent importateur, éventuellement lui-même distributeur, qui achète tout droit une œuvre pendant 15 ans sur son territoire. Voilà. C'est le mécanisme qui existe depuis 40 ans dans le système de cinéma, qui est un système de perte de valeur absolument délirant, mais qui fonctionne comme ça. Et franchement, si la télévision devait être absorbée dans ce système, ce serait une catastrophe. Qu'est-ce qui fait la richesse d'un catalogue comme celui de Xilam ? Eh ben, c'est parce que moi, je vais exporter. Quand j'exporte, je ne vais pas voir un agent importateur. Je vais voir une chaîne de télévision, je vais voir une plateforme numérique, je vends les droits pendant 2 ans, 3 ans, sur un segment donné, je segmente les marchés, et donc mon catalogue, il garde, il prend, il développe de la valeur. Le vrai problème du cinéma, c'est que la valeur qui reste dans la poche du producteur investisseur au départ est dérisoire par rapport au chiffre d'affaires qui est généré. La force des majors américaines, c'est qu'elles contrôlent en moyenne 50% de la valeur de l'exploitation de leur œuvre. Alors, si la télévision doit fonctionner de cette façon-là avec le cinéma tel qu'on fonctionne en France et dans la plupart des marchés internationaux, c'est pas propre effectivement à la France, pour moi ce serait une catastrophe. Vous vendez des droits tout territoire à des plateformes comme Netflix ou Amazon ou pas ? Ou aujourd'hui c'est quelque chose ? Oui, on a aujourd'hui au niveau mondial 4 séries sur Netflix, 2 sur Amazon. Oui, c'est un business très important, mais c'est des durées très limitées. C'est des droits qui durent 2 ans. Voilà, donc on amorce comme ça et on renouvelle derrière. Et voilà. Chez Xilam, le chiffre d'affaires catalogue, c'est 35% du chiffre d'affaires global. J'ai été frappé que vous disiez si la télévision était absorbée par le cinéma. Je n'ai pas employé ce terme-là. Je n'ai pas dit on va absorber le cinéma. Non, par expérience, en général, quand le cinéma et la télévision travaillent ensemble, en général... Mais la télévision, c'est plus la télévision d'avant. Ça a changé quand même. La télévision est en train d'évoluer peut-être plus que le cinéma, il me semble. Hein. Tu disais une chose intéressante, Marc. C'est vrai qu'il faut que les éditeurs soient plus propriétaires des œuvres et qu'il y ait un partage plus équitable. Nous, on peut payer jusqu'à 100% d'une création originale et on peut avoir 0% par coproducteur. Et je pense que c'est important pour nous, pour le développement des éditeurs. Nous, on voit à travers la centaine de pays dans lesquels nous diffusons nos chaînes, que ce soit en Europe, en Asie ou sur l'Afrique. Et c'est important parce que c'est vrai qu'on arrive aussi avec des territoires de droit. Comment la France et comment on a pu développer une chaîne, la première chaîne de musique classique dans le monde qui s'appelle Mezzo, parce qu'on avait l'ensemble des territoires de la planète. Et c'est intéressant aussi parce que c'est un vrai gagnant-gagnant entre le producteur et l'éditeur. Et c'est important de revoir là aussi le partage de la valeur pour le futur. Moi, j'ai aucun état d'âme sur le sujet. Je pense que c'est une position personnelle qui n'engage que moi. Quand une chaîne de télévision finance 80-90% ou 100% d'une œuvre, j'ai un peu de mal à comprendre la problématique de l'indépendance. Je ne sais pas très bien en quoi c'est une œuvre indépendante. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi, personnellement, le CNC ou le crédit d'impôt contribuent à ces œuvres-là, d'ailleurs. Parce que s'il fallait pousser la logique complètement, les diffuseurs, quand ils veulent 100% d'une œuvre, ils en payent 100%, ils gardent 100% des droits, et ils n'ont pas besoin de crédit d'impôt, ils n'ont pas besoin de CNC, etc., réservant le crédit d'impôt, le CNC, etc., aux œuvres qui en ont besoin, qui sont des œuvres là dites réellement indépendantes, où le diffuseur n'est pas forcément majoritaire. Voilà, c'est un curseur où il faut placer. L'indépendance, elle doit se traduire par cette dimension entrepreneuriale, etc. Ce que je veux dire qui est important, en revanche, il n'y a pas qu'une question patrimoniale, une question éditoriale dans le sujet du poids du diffuseur sur l'œuvre qui est produite. Par nature, un diffuseur, dans sa dimension, dans son impact éditorial, pense quand même, qu'on le veuille ou non, à son marché domestique. Il est forcément, par nature, il se préoccupe moins du marché international. Le rôle du producteur, distributeur et de l'indépendant, en l'occurrence,
Et c'est ça qui fait la force en animation, c'est l'implication éditoriale du producteur-distributeur. C'est ça qui manque probablement, à mon avis, le plus en France, c'est développer cette volonté, ce volontarisme éditorial du producteur et du distributeur qui puisse imposer une vision qui est celle qui défend, qui vient de son auteur évidemment, mais celle qui défend, je pense qu'elle est importante. Mais il ne faut pas mélanger les sujets patrimoniaux et les sujets éditoriaux, c'est deux choses qui ne se recoupent pas parfaitement. Et pardon, enfin, j'entends ce que vous disiez, mais malheureusement, le temps s'écoule et l'heure tourne. Peut-être pour aller vers une forme de, non pas de conclusion, mais de remarque à méditer ensuite. Tout à l'heure, Stéphane Roussel évoquait Paddington, c'est-à-dire, à un moment, on part d'une IP et puis on la décline dans l'ensemble des genres, de programmes, de supports, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être organisé au niveau français de manière à faire circuler en quelque sorte des actifs, des créations françaises sur les différentes plateformes? Est-ce que ça s'organise ou est-ce que c'est forcément simplement le fruit du hasard et des esprits entrepreneuriaux? Pour moi, ce n'est pas le fruit du hasard du tout, c'est la valeur demain d'une entreprise. Une IP comme Paddington, c'est à la fois un film, c'est à la fois un dessin animé qui est mondial, et à partir du moment où on parle de dessin animé, on sait qu'à travers les langues, c'est mondial. Ce sont bien sûr des produits dérivés, ce sont des jeux, et à partir de là, c'est une valeur à 360 degrés sur toute la planète. Et les IP, on en a en France. Et on a pris l'exemple tout à l'heure de Versailles. Le casting est inconnu, mais on tourne en anglais. Et c'est la série française qui a été le plus diffusée à travers le monde. Là, pareil, avec Paris, etc., on part d'un IP qui s'appelle Paris. Mais c'est vrai que les IP sont très... Je trouve que c'est très important. Tu l'as fait avec Oggy et les cafards. Mais on parle d'IP pour développer des films, des jeux vidéo, de la musique. On fait tout ça, Walt Disney et tous les différents studios américains le font. Donc c'est une piste. Et je pense que c'est important de le faire à partir de marques très fortes, en tout cas dans nos industries. Non, moi, bon, c'est parfois un peu dérangeant quand on est du côté de la production et des œuvres de parler de déclinaison, de dérivés, de choses comme ça. N'empêche que chez Exilam, c'est à partir de 2008-2010, quand on a commencé à comprendre que notre métier de producteur, c'était pas simplement, si on voulait survivre en tout cas, c'était pas simplement de produire des nouvelles œuvres et d'inventer des nouvelles choses, etc. Mais c'est aussi de cultiver nos œuvres telles qu'elles existent et de les transformer. Là, j'assume le terme, pas très agréable, mais j'assume le terme de marque. Voilà. Tous les marchés internationaux résonnent en termes de brand, donc c'est-à-dire en termes de marque. Et clairement, la force de Exilam aujourd'hui, c'est d'avoir un certain nombre de marques mondiales, puissantes, qui génèrent des revenus chaque année, récurrents, et qui permettent de rebondir. Je veux dire, on a une œuvre qui déclinait en beaucoup d'épisodes, qu'on a exportée dans le monde entier. L'Inde, par exemple, qui est le 3e marché mondial de Exilam, c'est un marché qui s'est développé de façon spectaculaire ces dernières années. On a lancé un jeu vidéo mobile il y a quelques temps autour de Guy. On a eu 5 millions de téléchargements dans le monde, dont 1,5 million en Inde. Et grâce à ça, on attire effectivement des développeurs de jeux mobiles indiens, etc., etc. Le but du jeu, surtout sur ces marchés émergents, c'est à ce moment-là où encore ils ont besoin de nous, c'est de créer effectivement ces marques pour créer de la pérennité. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut rentrer aussi dans cette logique plus industrielle, le cinéma... J'ai envie de dire le cinéma français ou européen, parce que le cinéma américain, voilà, il le fait depuis la nuit des temps. Le cinéma américain, il a un savoir-faire qui n'est pas du tout le nôtre. Nous, on a un savoir-faire de prototype. On ne fait que des prototypes en France. Bon, il y a des exemples contraires. Hein. Le plus gros succès en 2015, c'est Taken. 1, 2, 3. Bon, chiffres colossaux d'exportation, spectateurs dans le monde entier. Mais quand même, la dominante française, c'est le prototype. C'est-à-dire qu'on sait faire un film d'auteur, ou un film commercial, ou une comédie, ou un film de genre. Mais ce que je dirais, on ne l'a pas dit au début, c'est dans l'intitulé même de la question, la French Touch, il y a aussi cette donnée qui est fondamentale et qui est, à mon avis, très positive pour le cinéma français, c'est que c'est aussi un cinéma de la coproduction. C'est-à-dire que le modèle français s'exporte très bien, puisqu'on coproduit énormément de films. Beaucoup de films sont de production française, mais coproduits avec l'étranger. C'est-à-dire qu'on a
Et à l'étranger, la part de marché des films français coproduits est très importante. Et il faut aussi l'agréger à notre savoir-faire typiquement français ou spécifiquement français. Ça, c'est quelque chose qui nous est très envié par tout le monde. On coproduit, je sais pas, il y a une cinquantaine d'accords de coproduction dans le monde, signés par le CNC avec un certain nombre de pays extrêmement variés. Ça aussi, ça fait partie. Ce qu'on exporte aussi, c'est notre propre modèle, qui inclut évidemment un certain nombre de la sécurisation juridique des droits. Ça, c'est très important, et on en a très bien parlé. Eric Peters en a très bien parlé tout à l'heure au niveau européen. Ça, c'est très important que la France et l'Allemagne soient les leaders dans le combat pour la défense du droit d'auteur, parce que c'est aussi notre modèle, et c'est un modèle qu'on veut faire gagner. Il y a le soutien à l'exportation, vous en avez parlé au tout début, mais c'est vrai que c'est important, le soutien à l'exportation. On aide maintenant des distributeurs étrangers à acheter des films français et à les distribuer sur les pays hors de la France. Et puis, il y a la mise en œuvre il y a même un fonds de soutien automatique aux entreprises d'exportation. Là aussi, c'est très récent. Donc, il y a vraiment un souci d'accompagner l'exportation des films français sur les territoires étrangers. Unifrance en est le fleuron, je dirais. Et je viens d'arriver à Unifrance et j'apprends encore mon métier de président, si vous voulez. Mais je suis très étonné par la capacité de cette équipe, avec l'aide du CNC, avec l'Institut français. On a la chance aussi d'avoir dans le monde entier des instituts français, des alliances françaises avec lesquelles il faut travailler de façon plus organique. Et là, ça répond un peu à votre question de tout à l'heure. Il faut effectivement réunir un peu mieux nos efforts, mieux coordonner nos efforts, parce que je crois que ce qui doit nous rattacher les uns aux autres, c'est cette idée de promouvoir, y compris avec les moyens du numérique et sur les plateformes, et avec des moyens qu'il faut inventer, cette espèce de spécificité française qui est quand même assez mondialement reconnue, quoi. Qui est, je crois, et qui, dans l'animation, c'est déjà largement gagnant. Hein, on voit, Ballerina, le film franco-canadien, a fait un succès international remarquable. Je crois que c'est un des plus gros succès du film d'animation dans le monde, non ? Voilà, avec Le Petit Prince. Donc voilà, on a quelques exemples comme ça qui nous tirent vers l'avant, mais je crois que ce qui doit nous lier tous les uns et les autres, vous avez parlé, il y a peut-être trop de structures, je ne sais pas, on verra s'il y a moyen de travailler mieux ensemble pour mieux coordonner nos efforts, mais ce qu'il faut se donner comme objectif, aussi bien dans les salles de cinéma dans le monde entier que sur les plateformes numériques, c'est au fond promouvoir ce savoir-faire à la française, en termes de fiction, en termes les documentaires aussi, on est très bon, l'animation, on vient d'en parler. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un potentiel absolument magnifique, je crois. Merci. Merci à vous trois. Merci.